Bonjour à tous, donc, bienvenue dans ce webinaire bilan de campagne pour revenir sur la campagne Serre à la paille. Donc on parlera plus spécifiquement sur la partie blé et orge, sur ce qui s'est passé en 2024 et ensuite on reviendra sur les préconisations variétales sur l'ensemble des céréales à la paille. Donc on se présente assez rapidement, donc Benjamin Collin et puis ma collègue Élodie Kemener qui est Bonjour à également tous. présente. Voilà, donc on est tous les deux ici pour vous présenter un peu ce qu'on a pu voir cette campagne. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que de 8h30 jusqu'à 9h30, on va revenir sur le bilan de campagne avec à la fois un point climatique et également les observations écophysiologiques, donc les observations de terrain qui permettent d'expliquer un peu mieux ce qui s'est passé et quelles ont été les contraintes météorologiques qui ont impacté le cycle des serres à la paille à certains moments clés. Et dans un second temps, donc de 9h30 jusqu'à 10h30, on fera une analyse un peu plus spécifique du comportement des variétés, de leur performance cette année et les années antérieures, à la fois sur blé, orge et triticale. Donc on aura deux petits temps de questions, hein. Un temps de questions à la suite du bilan de campagne. Vous pourrez prendre la parole, poser vos questions, et puis à la fin des préconisations variétales. Alors, petit rappel de ce qu'on vous propose pour cet automne et cet hiver au niveau des résultats techniques pour la région Bretagne. Donc aujourd'hui, on est sur le bilan de campagne et les variétés Serre à la paille. Dès vendredi matin, on a également un webinaire sur la partie désherbage serre à la paille, donc revenir un peu sur les éléments fondamentaux de la gestion du désherbage. Notamment cette année, on a vu pas mal de progression du régras et d'autres adventices, donc ça permettra de revenir là-dessus, de vous donner aussi les éléments pour échanger avec vos adhérents et agriculteurs. Ensuite, un peu plus tard en saison, donc au mois de novembre, le 21 novembre, on fera notre demi-journée serre à la paille classique, donc toujours pareil au lycée à Plouermel, l'après-midi. Et le mardi 10 décembre, on fera la même chose, une demi-journée à Plouermel, à l'amphithéâtre du lycée, lycée où là on parlera maïs, alors maïs fourrage, maïs grain et fourrage au sens large. Eh ben, si c'est tout bon, on va commencer par une petite entrée en matière avec un bilan climatique rapide et de manière assez macro. Donc, ce qu'on vous présente ici, c'est deux cartes. Donc, à chaque fois, en fait, ce que vous avez, c'est, par exemple, à gauche, vous avez la carte de la somme de précipitations entre le 23 novembre, donc c'est la majorité des semis, on va dire, sur la Bretagne, qui s'est fait de manière très tardive, hein, donc on est arrivé plutôt sur des semis majoritairement sur fin novembre, et donc on a pris la somme jusqu'au 15 mars, donc qui correspond à peu près à la période de semis jusqu'à épi 1 centimètre, et à chaque fois on la rapporte à la médiane des 20 dernières années. C'est-à-dire que vu qu'en Bretagne, on a quand même pas mal d'hétérogénéité climatique, entre Rennes typiquement et Brest où on a des précipitations qui sont pratiquement doublées. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les données météo par rapport à d'habitude sur chacun de ces secteurs. Donc c'est pour ça ce que vous voyez ici, c'est des pourcentages par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Donc là, typiquement, on a un écart important entre l'ouest qui a été très arrosé sur cette période fin novembre jusqu'au mois de mars, jusqu'à mi-mars, puisqu'on a plus 17 à 32% de précipitations en plus par rapport à ce qu'ils connaissent dans ce secteur-là d'habitude. Et à l'inverse, sur le secteur Est-Côte d'Armor et Nord-Ouest 35, on est plutôt sur des précipitations, malgré tout, assez classiques. On va de moins 11% de précipitations à plus 4%. Donc on est autour de la médiane. Donc ça, c'est à partir du 23 novembre. Après, ce qu'on n'a pas forcément montré, mais vous le savez très bien, c'est avant le 23 novembre, on a eu aussi pas mal de précipitations, hein, de fin octobre jusqu'à fin novembre, qui n'a pas permis de semer dans de bonnes conditions suffisamment dans des périodes de dates classiques. Donc il y a eu un gros décalage des dates de semis, parfois des implantations, on va dire, faites en difficulté, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu parfois des forcing qui a conduit à des tassements au niveau des semis, qui a pu parfois se retrouver en sortie d'hiver.
Et puis notamment sur la partie désherbage, donc des désherbages qui n'ont pas pu être faits dans de bonnes conditions, soit en prélevé ou soit en poste levé. Parfois, rien n'a été fait à l'automne, ce qui a conduit à des infestations importantes en sortie d'hiver qui parfois ont été difficiles à contrôler, d'où le fait qu'on a vu quand même des retours de raies gras importants malgré des dates de semis un peu plus décalées. On a eu aussi la forte problématique de positionnement des désherbages et qui a conduit à cette recrudescence du ray gras. Sur la partie somme de température, ce que vous voyez à droite, vous voyez que globalement, même s'il y a des différences de couleur, qu'on passe du vert au violet, tout le monde est au-dessus de la médiane, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la Bretagne, on a des excès de température par rapport aux 20 dernières années. Ça nous étonne pas trop, hein. Depuis déjà quelques années, c'est récurrent d'avoir des hivers et des automnes beaucoup plus doux, ce qui est le cas aussi cette année, hein. Donc avec des 14 jusqu'à 20% de somme de température en plus sur cette période du 23 novembre au 15 mars. Ça a pu permettre de rattraper un petit peu le retard au niveau des dates de semis, d'avoir des talages aussi assez, je dirais, classiques malgré le décalage des dates de semis, puisqu'on a eu des températures beaucoup plus importantes. Et tout de même, donc une arrivée du stade épi 1 centimètre avec une dizaine, une quinzaine de jours d'avance par rapport à des semis tardifs, ce qui correspond en date calendaire à des épis 1 centimètre qui ont commencé majoritairement à arriver sur mi-mars, fin mars, donc quelque chose d'assez classique. Donc voilà, donc plutôt un automne chaud et très humide qui a conduit à des difficultés d'implantation. Mais on reverra tout à l'heure, hein, sans trop vous spoiler, mais en fait, ce qui a vraiment été impactant sur cette année 2024, c'est surtout le printemps, un printemps humide, sombre, et avec aussi dans certains secteurs un fin de cycle froide, qui est assez atypique, hein, dans ce contexte de réchauffement climatique. Donc ce que vous voyez à gauche, hein, c'est toujours la somme des précipitations. Là, on prend du 15 mars jusqu'au 30 juin 2024 par rapport à la médiane des 20 dernières années. Et vous voyez la moitié sud de la Bretagne, grosso modo, est en fort excès de pluviométrie, hein. On va dans les secteurs en violet jusqu'à plus 37 à 82% de précipitations en plus par rapport à d'habitude, ce qui est énorme, et ce qui a conduit à des impacts courant montaison sur les composantes de rendement. Et au contraire, sur le secteur typiquement des Côtes d'Armor, on a eu plutôt des sommes de précipitations classiques, voire parfois un petit peu déficitaires, mais on était entre moins 21% et plus 8%. Donc c'est ce qu'on peut retrouver aussi potentiellement sur les rendements, hein, qui ont été un petit peu plus favorables dans le secteur des Côtes d'Armor, ce qui n'a pas forcément été le cas dans les secteurs Morbihan et Sud Finistère. Et de la même façon, à droite, vous voyez donc les températures. D'habitude, les températures, c'est comme en hiver, on est sur des excès sur l'ensemble de la Bretagne, mais cette année, c'est pas le cas, puisqu'on a des secteurs en violet qui ont eu des températures assez classiques de la médiane des 20 dernières années, ce qui est quand même assez atypique dans le contexte de réchauffement climatique. Et seuls certains secteurs en vert ont des excès de plus 3 à 5%, donc typiquement par exemple les Côtes d'Armor, le sud aussi Finistère, sud Morbihan par rapport à ce qu'ils connaissent d'habitude. Donc ça vous donne un peu le contexte météo global, vous donnez quelques chiffres, et puis maintenant on va rentrer un peu plus dans le dur sur l'impact au niveau des composantes de rendement des céréales à paille. Donc, bonjour à tous. Donc, après ce petit point climatique, effectivement, je vais vous décortiquer les différentes composantes de rendement pour expliquer le contexte de cette année. Donc, tout d'abord, pour expliquer ce qui s'est passé cette année, on s'appuie sur un réseau d'essais à l'échelle de la Bretagne. Donc, dans ce réseau d'essais, en fait, on a 9 essais blé tendre. Donc, c'est ce que vous avez dans le tableau en vert ici. Ensuite, on a 3 essais orge d'hiver et 4 essais triticales. Sur la gauche, vous voyez la carte de répartition des essais. Donc, sur les 3 espèces de céréales à paille, on a des essais répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, on remercie vivement nos partenaires qui ont mis en place ces essais, accompagnés d'Arvalis et également les agriculteurs qui ont accueilli les plateformes. Donc, au niveau de la campagne blé tendre et orge d'hiver, au niveau du constat global, donc comme vous le savez, cette année, on a des rendements décevants.
du bon à du très mauvais. Donc, comme le mentionnait Benjamin, en fait, globalement, on a des bons rendements sur les Côtes d'Armor et on a également des très mauvais rendements dans des zones très humides avec des parcelles hydromorphes. En moyenne, à l'échelle de la région, on comptabilise à peu près entre moins 10 à moins 20% de rendement sur cette campagne 2024. En termes de qualité, c'est également hétérogène, le poids spécifique et les teneurs en protéines, mais bien souvent, on est en dessous de ce que l'on connaît en pluriannuel. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment s'est construit le rendement, notamment sur blé tendre et la qualité. Donc au niveau du blé tendre, donc pour expliquer le rendement, en fait, on a regardé différentes composantes de rendement et donc à chaque fois, on s'appuyait donc sur le réseau d'essais blé tendre. Donc on avait 9 essais à l'échelle de la région, tous n'ont pas été retenus. Donc là, dans cette partie-là, on a retenu 7 essais. Et pour expliquer les composantes de rendement, on a regardé 5 variétés qu'on connaît très bien: Celebrity, Chevignon, KWS Extase, Intensity et LG Audace. Donc ici, c'est pour vous présenter le type de graphique qui va suivre après dans les différentes diapos. Donc en abscisse, vous avez la densité d'épis au mètre carré. En ordonnée, vous avez le nombre de grains par épi. L'ensemble des points gris que vous voyez, ce sont les points des essais historiques que nous avons en Bretagne, donc entre 1990 et 2023, ça représente 62 essais. Et les triangles ou carrés colorés, ce sont les différents essais blé tendre que l'on avait dans la région en 2024. Et pour chaque essai, on a mentionné les 5 variétés qu'on a suivies. Donc, par exemple, si je prends un essai qui était à Rohan, le triangle noir, que vous voyez ici, bah, vous avez 5 points qui représentent les 5 variétés qu'on a suivies. En complément, on vous a mis la tendance historique de la relation densité d'épis par mètre carré en fonction du nombre de grains par épi. Vous voyez qu'on a un R carré de 0,46, donc une belle corrélation. Et puis les traits pointillés, ce sont les moyennes. Donc en moyenne, en densité d'épis dans notre réseau, on a 505 épis au mètre carré. Et en nombre de grains par épi, en moyenne, on est à 46. Et donc, pour comprendre ce qui s'est passé cette année, on va regarder les différents points dans nos essais par rapport à l'historique. Donc, si je prends l'exemple ici du triangle marron, on voit qu'en termes de densité d'épis, il se positionne sur la droite, donc il est supérieur à la moyenne. Et en termes de nombre de grains par épi, il est légèrement inférieur à la moyenne du trait pointillé en gris. Donc ça veut dire qu'on a une fertilité épi un petit peu moindre par rapport à la moyenne. Par contre, quand on regarde par rapport à la tendance historique, donc qui est la droite en violette, on voit que ce point est au-dessus de la tendance. Donc ça veut dire que cette variété dans cet essai-là a plutôt bien performé en 2024 par rapport à l'historique. A contrario, si on prend 2 autres variétés dans un autre essai, donc les triangles verts là qui sont entourés, on voit que par rapport à la moyenne de la densité d'épis, on est à gauche, donc on est inférieur à la moyenne qui est 505 épis par mètre carré. Et on est également inférieur à la moyenne du nombre de grains par épi qui était à 46, mais surtout on est inférieur à cette tendance historique, la droite en violette. Donc là, ça veut dire que pour ces 2 variétés-là, cette année, par rapport au réseau historique, on a une densité d'épi qui a été pénalisée et on a également une fertilité épi qui a été pénalisée. Donc maintenant, si on regarde de manière plus global ce que l'on voit dans notre réseau d'essais. Donc là, c'est exactement le même graphique. Je vais vous donner ce que l'on observe. Donc on est toujours en densité d'épis par mètre carré en fonction du nombre de grains par épi. Et nos différents essais sur blé en 2024 sur le territoire, donc les essais étaient positionnés dans les 4 départements de la région. Ce que l'on peut voir en termes de densité d'épis par mètre carré, donc c'est ce que l'on voit plutôt sur la partie en abscisse. Donc c'est les points, on regarde plutôt sur la partie
horizontale des points, on a en moyenne une légère baisse de -3 à -5%. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une forte variabilité, puisque par exemple, tous ces points-là à droite sont des essais où on a plutôt une bonne performance en densité d'épi. Par contre, à gauche, on a une moins bonne performance. Donc, on a une forte variabilité qu'on a mesurée dans les essais qui va par rapport à notre historique de -29% à +24%. Donc, ça dépend des sites et ça dépend des variétés. Et puis, on a notamment en facteur explicatif le type de sol, la date et les conditions d'implantation cet automne. Et puis, ce qui a amplifié les variations cette année, c'est notamment les conditions de pluviométrie hivernale et printanière, comme on a pu vous le montrer. Si on regarde maintenant la fertilité épi, donc c'est ce qu'on a en abscisse ici, le nombre de grains par épi. On voit que globalement, le nombre de grains par épi sur la majorité de nos points colorés cette année, on est au-dessus de la tendance. Donc en moyenne, on a mesuré plus 2% en termes de fertilité épi sur nos 7 essais. On a bien décorrélé de la densité d'épi par mètre carré. Sur nos 7 essais, on a 5 essais où on a une fertilité épi supérieure. Et on a un essai, donc celui qui est représenté avec les triangles verts, qui est à Saint-Jean-sur-Vilaine dans le 35, où là, vous voyez que c'est largement en dessous de la tendance pour les 5 variétés qu'on a suivies. Et là, pour cet essai-là, on perd 22%, sachant qu'on n'a pas forcément d'explication très nette pour expliquer cette perte de fertilité de 22%. Donc au final, en fait, quand on regarde ces deux composantes, densité d'épi au mètre carré et le nombre de grains par épi, ça nous permet d'avoir le nombre de grains par mètre carré. Au final, le nombre de grains par mètre carré est dans la moyenne pluriannuelle, avec pour certains sites quand même une variabilité et donc certaines parcelles agriculteurs liées notamment à cette composante densité d'épi par mètre carré qui était celle qui a été potentiellement la plus impactée par rapport aux conditions de l'année. Et donc ça veut dire qu'à floraison, puisque ces composantes-là se mettent courant montaison en place, à la mi-mai, en fait, le rendement 2024 était plutôt, on était plutôt parti dans la moyenne pluriannuelle. Maintenant, si on regarde l'autre composante qui permet de comprendre le remplissage, c'est le PMG à 15%. Donc pareil, on est toujours sur nos essais bretons, toujours sur nos 5 variétés, Celebrity, Chevignon, Extase, Intensity, LG Audace. Et donc là, en termes de nombre de grains par mètre carré, sur notre base historique, notre moyenne est à 22 740 grains par mètre carré. Et en termes de PMG, en moyenne, on est à 45. Donc vous voyez la tendance, on a une bonne corrélation entre ces deux composantes-là. On est à 0,33 au niveau du R carré. Et donc, comme tout à l'heure, les différents points colorés représentent les différents essais qu'on a pu valoriser. Au niveau de ces composantes-là, ce que vous pouvez voir par rapport à la tendance, c'est que on a de nombreux points qui sont en dessous de cette tendance historique de la droite violette. Et on a mesuré une baisse de -10% du PMG en moyenne sur nos différents essais, sachant que quand même 6 des 7 essais qui ont des PMG inférieurs à l'historique. Et par contre, on a trop guéri, donc en bleu ici, en turquoise. Donc c'est un essai qui était positionné dans les Côtes d'Armor, qui lui, vous voyez, est bien au-dessus de la tendance pour les 5 variétés. Donc lui, il maintient un super remplissage, malgré un nombre de grains par mètre carré au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est l'effet direct sur le rendement, c'est-à-dire qu'on a une baisse de -10% du rendement. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que dans la plupart des situations, c'est le remplissage qui a été mauvais cette année, puisque c'est vraiment cette composante-là qui a été impactée et du coup qui a impacté derrière le rendement in fine.
Hormis les Côtes d'Armor, et ça correspond à ce que l'on voit au niveau des agriculteurs, qui eux ont semé plus tardivement. L'essai de Troguéry, c'est un semis de début décembre, et on voit un super remplissage. Et quand on interroge cette zone-là au niveau des agriculteurs, ils ont fait plutôt des bons rendements, et c'est ce qu'on retrouve dans notre essai à Troguéry notamment. Donc pour expliquer ce problème de remplissage, on revient au climat qu'on a eu en fin de cycle. Et donc, on a regardé différentes variables climatiques qui pouvaient nous expliquer ce remplissage et donc la composante PMG qui a été pénalisée. Donc ici, vous avez la somme de rayonnement du 15 mai au 30 juin 2024 en pourcentage de la médiane 2003 à 2023. Quand on regarde la carte par rapport aux couleurs, quand on est dans le vert clair ou le vert foncé, en gros, on est assez proche de la médiane, voire légèrement au-dessus. Et on voit que sur cette période-là, donc 15 mai, c'est post-floraison des blés, 30 juin, c'est maturité physiologique. Donc en gros, c'est toute la période de remplissage. On voit que les Côtes d'Armor ont été soit comme une année normale, soit légèrement en excédent. Donc c'était plutôt bénéfique sur la mise en place et la migration des éléments pour le grain. Et par contre, la zone la plus pénalisée au niveau du rayonnement, c'est l'Ille-et-Vilaine et puis l'est du Morbihan, puisque là, sur cette zone-là, on est entre -8 à -4% de moins de rayonnement sur la période 15 mai au 30 juin. Et si on regarde plus précisément donc pour la station météo de Rennes, donc c'est ce que vous avez sur la droite ici. On a regardé le rayonnement, donc la valeur du rayonnement en moyenne, donc en calories par jour, du 1er mai au 3 juillet 2024. Et en ordonnée, vous avez le rayonnement moyen. Et on a comparé cette valeur par rapport à notre médiane 2013-2023. Donc quand vous avez une couleur jaune, ça veut dire que les jours calendaires ont eu cette année un rayonnement supérieur à notre médiane sur 20 ans. Et quand on est dans le bleu, comme là autour du 4-5 mai, on est en dessous de la médiane sur 10 ans. Et ce que l'on voit d'un point de vue calendaire, c'est qu'effectivement, autour de floraison grain laiteux, on voit une période là entre le 13 mai et le 3 juin où on a de nombreux jours où il a fait sombre en fait, parce qu'un manque de rayonnement, concrètement, c'est des jours sombres et nuageux. Donc sur toute cette période-là, de mi-mai à début juin, on voit qu'on a eu systématiquement des jours avec des rayonnements inférieurs à ce que l'on connaît sur les 10 dernières années. Et cette période-là correspond à la période floraison grain laiteux. Donc c'est la première phase de remplissage. C'est là où le PMG se construit et également le PS potentiel, la taille des enveloppes. Donc dès le départ, on avait un impact sur la mise en place du PS potentiel sur cette période-là. Et ensuite, si on continue, on a une période un peu plus ensoleillée là autour du 3 au 10 juin. Et puis à nouveau une période sombre sur la période du 10 juin au 24 juin. Et là, on était sur la partie mi-remplissage. Donc ici, on a zoomé sur le manque de rayonnement, mais également, ça a été accompagné d'excès d'eau et puis des températures un peu fraîches. Et donc, sur cette partie du remplissage, ces phénomènes climatiques combinés, qui n'ont pas été catastrophiques, mais c'est la combinaison du manque de rayonnement, de l'excès d'eau et des températures fraîches qui ont pénalisé le remplissage. Il faut savoir que c'est aussi pénalisant que lorsqu'on a des journées échaudantes sur le mois de juin. Puisque je rappelle, des journées échaudantes, c'est des journées où on enregistre des températures supérieures à 25 degrés. Donc c'est plutôt des choses qu'on a l'habitude de voir, notamment sur l'Ille-et-Vilaine, qui pénalisent le remplissage et le rendement. Alors cette année, il y a eu 0 jour échaudant, mais par contre, ce phénomène de manque de rayonnement, d'excès d'eau et puis de température fraîche a joué en défaveur de la composante PMG et donc in fine du rendement.
Donc, si je continue sur les poids spécifiques et les teneurs en protéines, donc à gauche, on vous a mis les poids spécifiques, donc là sur Chevignon et KWS Extase de 2018 à 2024. En jaune, c'est Extase et en vert, c'est Chevignon. Pour chaque année, c'est issu de nos essais. Arvalis est partenaire de la région, donc il n'y a pas le même nombre d'essais derrière chaque année. On est entre 4 à 9 essais selon les années. Donc entre 2018 et 2024, pour ces deux variétés-là, on a un PS moyen autour de 75,5. Et on voit bien qu'en 2024, on est à moins 3 points, avec une variabilité entre 70 et 75 kg par hectolitre dans nos essais, en lien notamment avec le rendement et le remplissage. Et puis au niveau des teneurs en protéines, je vous ai dit qu'au niveau du bilan de campagne, globalement, on avait des teneurs en protéines plus faibles cette année à l'échelle de la région, mais à noter quand même qu'on a des variabilités au sein des parcelles et on l'a également observé au sein de nos essais. Donc là, on a toujours retenu deux variétés de référence, Chevignon et KWS Extase. Et là, ici, c'est que les essais 2024. En abscisse, vous avez le rendement en quintaux par hectare. Et en ordonnée, c'est la teneur en protéines moyenne en pourcentage pour Chevignon et KWS Extase. Donc, par exemple, si je prends un essai à Saint-Jean-sur-Vilaine, donc dans le 35, à chaque fois, vous avez 2 points qui représentent Chevignon et KWS Extase. Cet essai-là a présenté un rendement pénalisé, puisque vous voyez que le rendement, on est autour, pour ces deux variétés-là, on est entre 65 et 70 quintaux. Et par contre, on a une teneur en protéines autour de 11,2, 11,5% de protéines. Cet essai-là a bénéficié de 3 apports d'azote fractionnés de 170 unités apportées au total. Donc là, on voit clairement un effet concentration, moins de rendement, mais plus de teneur en protéines. Si à l'inverse, on prend Troguéry, donc un essai dans les Côtes d'Armor, où sur cet essai-là, en fait, on a eu un fort potentiel de rendement. Il a été semé tardivement, pourtant, début décembre, mais il a pas eu d'impact lié notamment à des excès d'eau et de l'hydromorphie. On voit que Chevignon et Extase ont très bien performé, puisqu'on est entre 115 et 120 quintaux en termes de rendement. Par contre, en termes de protéines, on est entre 9,3 et à peine 10 de protéines pour nos deux variétés. Et pour autant, il a bénéficié également de 3 apports de 160 unités apportées au total. Et donc là, on retrouve bien notre effet dilution, un rendement conséquent, mais du coup une teneur en protéines limitée. Et puis, on a des essais pour à peu près un même potentiel de rendement, donc autour de 90-95 quintaux. Donc, on a Gaël, qui est à 20 km de Pleuhermel à peu près, et on a Pleuhermel. Donc, Gaël et Pleuhermel sont sur une zone pédoclimatique similaire. Et puis on a Cast, donc Cast c'est un essai dans le 29. Ces deux essais-là ont eu 1 à 2 apports d'azote seulement, avec une dose totale de 180 unités. Donc là, clairement, ce que l'on voit, c'est que pour un potentiel de rendement là, mesuré sur Chevignon et KWS Extase autour de 90 quintaux, on est à 9,5 de protéines à peu près sur ces deux essais-là, alors qu'à Pleuhermel, on a quasiment le même rendement, légèrement supérieur, on est autour de 95 quintaux par hectare. Par contre, Chevignon et Extase, on a réussi à avoir plus de 11,5% de protéines, et c'est notamment lié au fait qu'on a réalisé 4 apports d'azote sur l'essai, donc avec une dose totale apportée de 250 unités. Et c'est surtout qu'on a piloté le dernier apport avec un apport de 70 unités au dernier apport. Donc ce que l'on voit bien là, c'est que, et je vais revenir dessus juste après, c'est que l'effet des 4 apports et notamment du pilotage a permis d'aller chercher les 11,5% de protéines dans une année quand même compliquée au niveau de l'azote.
Et donc justement, pour expliquer les rendements cette année, on a également regardé le facteur azote, hein, qui est un facteur très prépondérant sur la mise en place des différentes composantes de rendement. Donc là, on n'est plus sur des essais variétés, mais là, on a repris 2 essais où on travaille différentes stratégies d'azote sur Trébrivant, donc dans les Côtes d'Armor, en 2023 et 2024, qu'on conduit en partenariat avec Eureden. Donc ici, vous avez 4 stratégies d'apport d'azote. Donc c'est représenté par les 4 histogrammes sur 2023 et 2024. Enfin, les 2 stratégies à chaque fois qu'on a comparé sur les 2 campagnes. Et en ordonnée, vous avez le rendement en quintaux par hectare. Donc si je regarde déjà la stratégie CRNX qui est ici, CRNX, c'est la dose d'azote prévisionnelle apporté en 3 apports. À noter quand même que le 3e apport est apporté à dernière feuille et c'est ce qui représente une pratique agriculteur. Donc là, vous avez 2023. En 2023, on faisait 111 quintaux par hectare, 8,3% de protéines. En 2024, donc sur le même site d'un point de vue géographique, on a 91 quintaux et par contre, on a un peu plus de protéines, 9,4% de protéines. On observe bien une diminution de moins 10 quintaux par hectare sur des stratégies équivalentes entre 2023 et 2024. On a également une autre stratégie dans l'essai qui consiste à piloter les apports. Donc là, c'est avec notre outil CHN, qui est un pilotage intégral. On est sur 4 apports et dans cette stratégie d'apport d'azote, l'objectif, c'est d'aller chercher le potentiel de rendement et également viser une meilleure teneur en protéines. L'objectif, c'est d'aller chercher 11,5% de protéines. Ce que l'on voit en 2023, c'est qu'avec la stratégie pilotage 4 apports, on est à 126 quintaux. En 2024, avec cette stratégie pilotage, on est à 101 quintaux. Donc, on voit qu'on a ce delta de 25 quintaux entre les 2 années. Donc, j'ai envie de dire, quelle que soit la méthode d'apport, dose totale prévisionnelle apportée en 3 apports ou le pilotage en 4 apports, on retrouve bien cette chute de rendement qu'on a observée à l'échelle du territoire cette année. Par contre, si on compare la stratégie 2023, la dose totale prévisionnelle comparée à la stratégie pilotage intégral, on voit qu'on gagne plus 15 quintaux par hectare, donc ça c'était en 2023. Et cette année, si on compare la stratégie 2024 dose d'azote prévisionnelle comparée à la stratégie pilotage, on a plus 10 quintaux par hectare. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien une baisse de rendement entre 2023 et 2024, entre 10 et 25 quintaux. Ça, c'est vraiment lié au phénomène de l'année. Par contre, par rapport aux stratégies d'apport de l'azote, ce que l'on voit, c'est que le pilotage, c'est toujours en faveur, donc notamment du rendement, puisque l'on voit qu'en 2023, ça nous permettait de gagner 15 quintaux par hectare. Cette année, malgré les difficultés qu'on a eues, on a réussi en pilotant à faire plus 10 quintaux par rapport à une dose totale prévisionnelle apportée en 3 apports. Le pilotage permet également un gain de protéines entre 0,8 et 2 points. Et ce qu'on a vu sur la stratégie 2024, donc entre les 91 quintaux de dose d'azote prévisionnelle et les 101 quintaux de pilotage, en faveur du pilotage, on a une marge brute supérieure de 123 € par hectare quand on prend une unité d'azote à 1,15 € et un blé à 190 € la tonne. Dans cette marge brute, on n'a pas le coût de passage de l'agriculteur. Si je vais un peu plus loin sur l'azote cette année, puisque c'est quand même la question, comment l'azote a été absorbé et efficient dans la plante. Donc toujours sur cet essai-là, on a regardé les quantités d'azote absorbées en fonction des stades. Donc là, comme on a vu sur la diapo précédente,
que c'était la stratégie pilotée en 4 apports qui était la plus performante en 2023 et 2024. Ici, vous avez que cette stratégie-là, pilotage 4 apports. En bleu, c'est la campagne 2023 et en ordonnée, en vert, c'est la campagne 2024. Et puis en ordonnée, pardon, c'est la quantité d'azote en kilos par hectare sur les différents éléments qu'on va regarder ensemble. Ce qu'on peut voir ici, donc dans ces essais-là, on mesure les quantités d'azote absorbées à différents stades. Ici, c'est au stade 2 nœuds. Donc on voit déjà qu'en stade 2 nœuds, entre 2023 et 2024, on a un delta d'absorption de l'azote de 34 unités à 2 nœuds. Le plus flagrant, c'est au stade floraison, puisqu'au stade floraison, entre 2023 et 2024, on a un delta d'absorption de 84 unités à floraison. Et en termes de nutrition azotée, d'INN, on était autour de 0,6-0,7 points d'INN, alors qu'on vise un 0,9 à floraison pour aller derrière chercher du rendement et de la protéine. Et ensuite, à la récolte, on mesure les quantités d'azote absorbées dans le grain et les quantités d'azote absorbées dans les pailles. Ce que l'on voit, c'est que dans le grain, en fait, on a un delta moins important entre 2023 et 2024. 2023, on a 226 kg absorbés et en 2024, on a 214. Et dans les pailles, par contre, on a un delta plus important. Donc, ce qu'on a pu mesurer derrière aussi, ces quantités d'azote absorbées à différents stades entre 2023 et 2024, c'est notamment un coefficient apparent d'utilisation défaillant. C'est-à-dire que le coefficient apparent d'utilisation, c'est la capacité de la plante à absorber de l'azote par rapport à l'azote qu'on lui apporte. Et donc, on a mesuré sur l'ensemble du cycle entre 2023 et 2024. En 2024, on a moins 20%, un CAU dégradé de moins 20%. Donc en 2023, par exemple, on était autour de 74% de CAU, c'est-à-dire que vous apportiez 100 unités d'azote, vous en aviez 74% d'absorbé par la plante en moyenne sur tout son cycle. Cette année, on est autour de 52%. Donc 100 unités apportées, on n'en a absorbé que 52%. Et donc c'est ce delta-là de 20% d'absorption qui a fait fortement défaut, hein, au niveau de la plante. Par contre, ce qu'on a pu également mesurer et calculer, c'est qu'une fois que la plante, cette année, avait absorbé de l'azote, l'efficacité de l'azote absorbé est identique entre 2023 et 2024. Donc, en gros, une unité d'azote allait chercher un quintal de blé. Donc, on n'avait pas de problème d'efficacité, mais on a bien eu un gros souci d'absorption de l'azote, et c'est ce que l'on voit ici déjà qui s'est mis à 2 nœuds et derrière à floraison qui est très très flagrant. Et par contre, on a une bonne remobilisation d'azote post-floraison. Donc c'est pour ça que notamment en termes de quantité d'azote absorbée dans le grain, on est assez proche entre 2023 et 2024, puisqu'on a 82 unités en 2024 remobilisées dans cet essai-là, contre 55 unités en 2023. Donc au niveau de l'azote, retenez que c'est surtout un problème d'absorption au cours du cycle, et c'est pour cette raison que les stratégies de pilotage cette année ont été plus favorables en fait, puisque le fait d'avoir fragmenté les apports d'azote ont permis à la plante d'absorber au fur et à mesure et de moins pénaliser ce coefficient d'absorption d'azote. Et puis pour finir, pour expliquer les rendements, n'oublions pas la pression maladie, qui a été aussi un facteur de l'année. Donc là, on revient sur Chevignon et Cadoulès Extase dans notre réseau variété et on regarde les modalités en traité fongicide et non traité fongicide. Donc là, on a repris les essais de 2018 à 2024. Donc vous voyez que selon les années, on a un nombre d'essais plus ou moins conséquent et la nuisibilité sur ces deux variétés-là en quintaux par hectare. Ce que l'on peut voir, c'est qu'en moyenne, depuis 2018, on a pour ces deux variétés-là une nuisibilité de 15 quintaux par hectare. Et pour 2024, on est en moyenne autour de 19 quintaux par hectare. Donc on a, pour ces deux variétés-là qui sont plutôt tolérantes à la septo, on a
une nuisibilité supérieure de plus de 4 quintaux par hectare par rapport à la moyenne 6 ans. Et si on vous fait le détail par rapport aux différents essais que l'on avait là en 2024, positionnés, donc je vous ai dit, à différents lieux dans la région, on a des grosses différences de nuisibilité selon les secteurs géographiques et selon les dates de semis. Dans nos 7 essais ici, on a des nuisibilités moyennes, donc des essais, entre 14 et 36 quintaux par hectare. Et on a pu distinguer la nuisibilité dans les semis précoces, puisque vous voyez qu'on a des essais là qui ont été semés fin octobre, voire début novembre. On est sur les semis précoces, en moyenne, on a 30 quintaux de nuisibilité. Et sur les semis tardifs, donc semés fin novembre, début décembre, on est autour de 20 quintaux par hectare. Maladie dominante, c'est la septoriose. Et n'oublions pas également que sous-jacent, on a également le piétage-chaudage, puisque cette année, on l'a très peu vu, moins visible en végétation du fait des manques de température échaudantes sur le mois de juin. Mais si on regardait les racines, il était toujours bien présent, donc ça a pu toujours aussi pénaliser certains rendements d'agriculteurs. Je passe maintenant la parole à Benjamin pour le bilan sur orge d'hiver. Ouais, alors si on continue sur la partie orge, alors sur l'orge, on va diviser en deux, hein. On va diviser d'abord, on va regarder les 6 rangs et ensuite les 2 rangs, parce que au niveau des composantes de rendement, c'est quand même assez différent, même très différent, hein. Typiquement, là, les densités d'épis pour les 6 rangs en moyenne sur notre réseau breton, c'était autour de 480 épis mètre carré. On est plutôt à plus de 700 sur les 2 rangs. Vous voyez, il y a quand même des sacrées différences, donc c'est pour ça qu'on sépare les deux et qu'on essaye à chaque fois de voir comment se sont comportés les variétés et les sites par rapport à l'historique. Alors là, on a suivi 4 variétés en 6 rangs, Aliénor, Cadoès Innovatrice, SG Zebra et Silona. On avait 2 essais, on a un peu moins d'essais quand même que Amblé, où on a pu suivre. Donc l'essai de Plouermel dans le Morbihan et l'essai de l'Anildut conduit par la Chambre dans le Finistère, Nord Finistère, pas très loin de Brest. Ce qu'on voit sur ici les 2 premières composantes, c'est donc au niveau de la densité d'épis, on a un sacré écart entre les 2 sites. On a un fort effet site, puisque à Plouermel, vous avez tous les points qui sont à droite de la moyenne. Donc on est au-dessus de la moyenne en termes de densité d'épis. En moyenne, on est à plus 19%. Alors que c'est carrément l'inverse pour la Nildut, où on est à moins 23%. Donc là, ça peut être aussi expliqué par les fortes variabilités liées aux conditions, on va dire, automnales et de début de montaison. On y reviendra juste après, qui peut expliquer ces différences sur les composantes qui ont été fortement impactées à la Nildut. Par contre, si on regarde la fertilité, donc toujours pareil, on regarde par rapport à la courbe violette, qui est l'historique, on voit bien qu'à Plouermel, tous les points sont en dessous de la courbe. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont fait plus d'épis que d'habitude. Par contre, ils auraient quand même dû faire un peu plus de fertilité d'épis, et ce qui n'a pas été le cas. Et donc en moyenne, sur Plouermel, on a moins 13% de fertilité lorsqu'on regarde de manière décorrélée de la densité. Donc c'est-à-dire pour des densités d'épis supérieures. Alors qu'à la lutte, on a réussi à peu près à maintenir la fertilité. On voit les 4 points qui sont, on va dire, autour de la courbe historique. Donc on a une fertilité qui est plutôt assez classique. Et donc au final, même si on a des composantes qui ont été atteintes de manière différente sur les 2 sites, au global, lorsqu'on fait la multiplication des densités d'épis et du nombre de grains par épi, pour obtenir le nombre de grains par mètre carré, qui est la principale composante, on a une perte de 8%. Donc, à contrario du blé, où le blé, là, on était plutôt dans la moyenne, là, les orges ont perdu du rendement à cause de cette composante. Donc, dès le mois de mai, donc dès la floraison, on pouvait déjà voir des pertes de rendement sur les orges du fait qu'il y avait un nombre de grains par mètre carré, qui était déficitaire de 8%. Et donc ça, c'est sur les essais. Ça pouvait être aussi de manière beaucoup plus exacerbée sur les parcelles agriculteurs, notamment des parcelles agriculteurs qui ont été implantées en conditions un peu limites. On voyait des phénomènes de tassement un peu plus visibles sur orge que sur blé, qui a pu aussi amplifier ce phénomène. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qui explique le fait qu'à Plouermel, on a fait plus de densité et moins de fertilité, et l'inverse à la Nildut, eh ben, on peut regarder les phases météorologiques en fonction des stades. Donc là, on va prendre un cas type, une variété donc type LG casting, donc une variété demi-précoce à épiaison. On va regarder l'apparition des stades à la fois à Plouermel, où ça a été semé le 7 novembre, et à la Nildut, où ça a été semé le 21 novembre. Donc je rappelle, dans le Morbihan pour Plouermel et dans le Nord Finistère pour la Nildut.
Et donc pour chaque date d'apparition des stades, on va regarder entre ces dates quelle a été la somme de précipitations notamment, et on va la regarder par rapport à la médiane des 20 dernières années. Donc chaque année, sur les 20 dernières années, on recalcule tous les stades et tout ce qui est tombé entre les différents stades. Donc si on regarde typiquement entre début talage et épi 1 cm, à Puermel, on a eu 229 mm, 35 de plus que d'habitude. À la Nildut, on a eu 338, donc plus que Puermel cette année, mais 45 mm de plus que par rapport à la médiane sur ce secteur-là. Donc pour les deux, en fait, ils ont eu 40 mm, autour de 40 mm de plus que d'habitude. Ce qui est vraiment explicatif de l'impact sur les composantes, ça va être vraiment courant montaison, où là, entre épi 1 cm et 2 nœuds, à Plouermel, on était sur quelque chose d'assez classique. On avait 23 mm de pluvio et c'est 6 mm de moins que d'habitude. Alors qu'à l'Anildut, on avait 102 mm et c'est 66 mm de plus que d'habitude. Donc là, on a eu de gros excès de pluviométrie sur ce secteur-là et qui a pu expliquer ce défaut de densité d'épi, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des tales mais qui ont eu du mal à monter à épi du fait qu'il y a eu des excès d'eau qui a pu créer l'hypoxie racinaire et donc derrière engendrer de la régression d'épi. Donc on peut voir aussi ce phénomène-là qu'on a du stress hydrique, hein. Un gros stress hydrique, ça stresse la plante et donc ça l'amène à avoir moins d'épis par mètre carré, à régresser, à avoir une régression de talage. C'est un peu le cas aussi lorsqu'on est à l'inverse, dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire de fort excès d'eau, où la plante va avoir du mal aussi à avoir un métabolisme qui fonctionne correctement. Et si on continue, entre deux nœuds et dernière feuille étalée, bah là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à Plouermel, on a eu 64 mm de plus que d'habitude, alors qu'à l'Anidut, on était à plus 8 mm. Et donc là, entre deux nœuds et dernière feuille étalée, on peut avoir un impact sur la fertilité des pis, puisque ça commence à se mettre en place à partir de nœuds, notamment avec le nombre d'épillets. Et donc, de la même manière, des gros excès d'eau, des sols un peu hydromorphes, ou en tout cas une hypoxie, on va dire, racinaire, peut aussi engendrer une régression des pieds, donc amener à la fin potentiellement à une perte de fertilité. Et ensuite, entre dernière feuille étalée et floraison, on était sur quelque chose d'assez classique, hein, sur les deux sites. Donc vous voyez, hein, selon la date de semis, selon les secteurs, selon l'apparition des stades, on peut avoir l'une ou l'autre des composantes qui ont été impactées, mais au global, de toute manière, c'est le nombre de grains par mètre carré qui a été impacté sur les orges. C'est aussi une espèce un petit peu plus sensible aux excès d'eau que le blé, qui peut expliquer aussi que le blé s'en est bien sorti sur la partie montaison, et ce qui n'a pas forcément été le cas sur l'orge. Alors si on finit sur la partie remplissage pour les 6 rangs, alors au contraire du blé, là, le remplissage est plutôt fait de manière correcte. Alors il faut avoir aussi en tête qu'il y a moins d'effets de relation entre le nombre de grains par mètre carré et le PMG, hein. Vous voyez, le R carré, il est à peine de 10%, hein. C'est-à-dire que on explique très peu le remplissage par le nombre de grains par mètre carré. Et si on trace tout de même une courbe de tendance, vous voyez qu'elle est quand même relativement plate. Donc il y a quand même des facteurs climatiques ou environnementaux ou génétiques qui sont beaucoup plus prépondérants que la relation avec le nombre de grains par mètre carré. Mais toujours est-il qu'on a quand même pas mal de points qui sont au-dessus de cette courbe avec des PMG intéressants, notamment sur Puermel, on a plus 6%, à l'Anildut, on est tout juste dans la moyenne de remplissage, on est à moins 1%. Donc au global, sur ces deux sites, on a des pertes de 3 à moins 5% sur ce qu'on a pu observer au niveau des variétés. Alors, il faut avoir en tête aussi que c'est des variétés qui se sont bien comportées dans le classement variétal, qui sont plutôt en tête. Donc, dans des parcelles agriculteurs, sur des variétés un petit peu plus classiques ou un petit peu plus anciennes, là, les pertes auraient pu être un peu plus importantes. Mais de toute manière, ce qui a été impactant, c'est le nombre de grains par mètre carré. Alors, si on fait le même exercice avec les deux rangs, de la même manière, hein, densité et fertilité au niveau des deux rangs, on a toujours ces forts écarts de densité d'épi. À noter tout de même que ce qu'on a suivi, donc c'était Catullus Matisse, LG Caïman et majuscule, pareil sur les deux mêmes essais. On avait quand même, donc là, ces trois variétés qui ont plutôt fini en bas de classement. Donc on regarde aussi comment elles sont comportées par rapport aux autres années. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même une variété assez atypique, hein, LG Caïman. Vous voyez, si on regarde que les points noirs, la majorité des points sur Pluhermel sont légèrement en dessous de la moyenne, sauf un tout à droite, qui est LG Caïman. Donc ça, on a l'habitude, hein, LG Caïman fait beaucoup d'épis par mètre carré. Il a une fertilité plutôt correcte. Vous voyez qu'il est dans l'historique, hein, dans la courbe de tendance en violette. Et de la même manière, à l'Anildut, hein, le triangle vert qui est tout à droite, c'est aussi LG Caïman. Par contre, il y a une variabilité donc, de la densité d'épis, mais on a
une fertilité des pieds qui est quand même en dessous, bien en dessous. On a -10 sur Pluramel, -14 sur l'anidute. Donc ce qui a un impact aussi sur le nombre de grains par mètre carré qui est de -9%, donc très similaire au Siran à Pluramel, et on baisse fortement à -23% sur l'anidute. Donc là, on a également la composante nombre de grains par mètre carré qui a été impactée, un petit peu plus sur la partie fertilité des pieds pour les deux rangs, en tout cas celle qu'on a pu suivre. Avoir en tête que c'était quand même des variétés un petit peu en bas de classement, mais voilà, on a la tendance au niveau des composantes. Alors également, alors ce qui va être intéressant de regarder, au niveau du remplissage, globalement c'est comme les six rangs, un remplissage plutôt correct, au-dessus de la tendance. Donc plus 7% à Pluhermel, alors -11 à Nalidut. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a une variété, LG Caïman, qui a complètement contre-performé à l'Anildut. Alors, vous voyez les deux variétés qui sont entourées en rouge, enfin les 2 points, c'est LG Caïman. À Pluhermel, il est en dessous de la courbe violette, mais c'est assez classique, hein. On sait très bien que la variété fait beaucoup d'épis, une fertilité correcte et donc un nombre de grains par mètre carré supérieur. Par contre, sur le remplissage, c'est pas forcément là où elle va performer, donc elle est souvent un petit peu en dessous. Par contre, à l'Anildut, avoir autant de pertes de remplissage, c'est quand même assez atypique et historique, hein, puisque là, on chute complètement, on est en dessous des 40 grammes de PMG, alors que d'habitude, on est plutôt au-dessus de 55 pour ce nombre de grammes par mètre carré. Donc là, on a quand même, si on enlève le cas spécifique de LG Caïman, on a quand même des deux rangs qui sont comportés de manière assez similaire aux six rangs, c'est-à-dire que le remplissage de fin de cycle a été plutôt bon, c'est surtout sur le nombre de grains que ça a été impactant. Mais vous voyez quand même LG Caïman, hein, on a pu avoir des retours, hein, puisqu'il est quand même assez cultivé en Bretagne. On a pu avoir des retours notamment dans le Nord Finistère avec en fin de cycle un comportement visuel assez atypique de LG Caïman et qui se retrouve sur le remplissage qui a été complètement catastrophique, hein, faut se le dire. Et par contre, ce qu'on a aussi comme retour, c'est que certains avaient l'impression que les deux rangs s'étaient moins bien comportés que les six rangs. Alors, il faut faire attention à pas créer un biais, hein. Est-ce que c'est vraiment les deux rangs ou est-ce que c'est pas plutôt LG Caïman qui a moins bien performé? Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous remontrer en comparant vraiment les six rangs et les deux rangs. Ce qu'on voit juste après, où on a repris donc les trois essais bretons de 2024. Hop, voilà, avec à chaque fois le rendement moyen de toutes les variétés 6 rangs, toutes les variétés de rang. Donc on n'a pas les composantes, mais on a le potentiel final, le rendement. Et vous voyez, donc sur Pluhermel, l'année du terroir, lorsqu'on prend l'ensemble des variétés qui ont été testées, l'écart entre 6 rangs et 2 rangs n'est que de quelques quintaux, 1,5 à Pluhermel, 1,2 à l'Anildut et 4 quintaux à Rohan. Et cet écart à l'avantage des 6 rangs, c'est ce qu'on retrouve de manière assez classique dans le pluriannuel. Dans le pluriannuel, on a à peu près sur les essais bretons 4 quintaux de différence entre les 6 rangs et les 2 rangs, notamment en Côte d'Armor et Morbihan. Dans le Finistère, la tendance est un petit peu plus à l'inverse. Bon, il y a moins d'essais aussi. Mais voilà, vous avez les grandes tendances. Donc cette année, dire que les 2 rangs sont moins bien comportés que les 6 rangs, il faut faire attention à ne pas avoir un biais qui serait plutôt lié à la contre-performance de LG Caïman en deux rangs qui est bien présente dans le territoire. Alors pour expliquer la contre-performance de LG Caïman, un peu compliqué. Un peu compliqué dans le sens où à l'année Dut, elle a été catastrophique. Il y a eu moins de rayonnement aussi en fin de cycle. C'est une variété aussi plus tardive qui se rapproche d'un comportement de fin de cycle du blé. Elle a des composantes quand même aussi assez atypiques. Donc là, on a plutôt vraiment une forte interaction entre la génétique et l'environnement. Si on continue sur la partie un cas un peu spécifique de l'année, c'est quelques questions qu'on a pu avoir sur le régulateur. Donc on a eu, comme on le dit depuis le début, pas mal de pluie sur la montaison, ce qui a aussi limité les créneaux d'intervention, et notamment les créneaux d'intervention pour la partie régulateur. Et donc, il y a pu avoir des applications qui ont été faites mi-avril dans des conditions où on a eu des amplitudes thermiques assez fortes. Vous voyez ici, hein, typiquement le 12 avril, on a eu des températures minimales qui étaient autour de 5 degrés et on était pas très loin des 25 l'après-midi, donc des fortes amplitudes. Et surtout, la semaine suivante, on a eu des températures matinales très fraîches, proches des zéros. Donc là, des applications dans ces conditions-là pouvaient effectivement créer des phytos qui ont pu être visibles
en végétation. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il fallait intervenir, est-ce que j'ai perdu des quintaux. Alors c'est vrai que historiquement, dans les essais, on avait pu voir que certaines variétés réagissaient très mal à des mauvaises applications de régulateurs. Mais est-ce que cette année, il fallait le faire vis-à-vis aussi du risque de verse? Est-ce qu'il y avait plus gros à perdre au niveau de la verse ou vis-à-vis de la phytorégulateur? Donc c'est ce qu'on a regardé sur l'essai de Plouermel, où en fait on a eu cette application à ce moment-là, avec on avait un bloc qui n'a pas été régulé, qui a été traité fongique comme les autres, mais qui n'a pas été régulé. Donc faut faire attention, hein, c'est qu'un seul essai, hein, qu'un seul bloc non régulé qu'on a comparé aux 3 blocs régulés, hein. Donc voilà, c'est plutôt à titre démonstratif que vraiment statistique, hein. Mais ça donne, on va dire, les tendances. Donc, ce que vous avez en abscisse, en bas, c'est la note de verse enfin, au 17 mai, qui correspond aussi, qui est assez similaire à la note avant récolte. Tout ça pour vous dire que on a des variétés qui sont à zéro, qui sont restées debout dans le bloc non régulé, donc, qui sont restées debout malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de régulateur. Et on a eu des variétés complètement couchées, hein, puisque la note va de 0 à 10, donc là on est à 7,5, hein. Majuscule et Organa étaient complètement couchés sur une bonne partie de la microparcelle. Et donc on a mesuré le gain entre le bloc non régulés, donc qui étaient versés ou non, et les blocs régulés. Vous voyez que on peut avoir des gains à avoir appliqué un régulateur de 10, 15, voire pour les variétés versées 40 à 60 quintaux, puisque c'était de l'averse précoce, donc qui ont fortement pénalisé le remplissage. Par contre, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que certaines variétés qui, de toute manière, n'auraient pas versé, eh ben, ils ont mal réagi à l'application du régulateur et on pouvait perdre -5, -10, -15 quintaux sur cet essai-là. Et certaines variétés, d'autres comme LG, Zorica, eux, n'ont pas été impactés positivement ou négativement. C'était un effet assez neutre de l'application. Donc on voit qu'il y a quand même une sensibilité variétale à ces mauvaises conditions d'application. Donc tout ça pour vous dire, c'est qu'il faut toujours relativiser l'application vis-à-vis du risque de l'averse. C'est parfois très gagnant d'appliquer un régulateur même en mauvaises conditions si on a des années à forte sensibilité à l'averse et des variétés très sensibles à l'averse. Par contre, à l'inverse, sur des situations où il n'y a pas forcément de risque accru de par la fertilisation ou les conditions climatiques ou des variétés plutôt résistantes, bah là, attention à l'application puisque c'est pas toujours anodin en termes de perte de rendement. Alors si je reprends de manière en une seule diapo sur la synthèse, pour donner un peu les tendances, donc vous voyez les différentes composantes. Sur le blé, l'orge de 6 rangs et 2 rangs. Donc sur la densité d'épis, comme on l'a dit, c'est très variable selon les sites, hein, selon la pluviométrie, selon la capacité du sol à plus ou moins être filtrant. Donc ça peut être des densités négatives ou classiques ou légèrement au-dessus de la moyenne. La fertilité d'épis, c'est là où on commence à voir les différences entre espèces, où le blé a maintenu une fertilité, ce qui n'a pas été le cas des orges de 6 rangs et encore moins des orges de 2 rangs. Au global, le nombre de grains par mètre carré était plutôt classique pour le blé et très négatif pour l'orge, et ce qui a expliqué les mauvais rendements. Et ensuite, le remplissage, c'était l'inverse, c'est-à-dire que ça a été pénalisant pour le blé, qui a expliqué les mauvais rendements. Et sur les orges, on était plutôt sur quelque chose d'assez classique, hormis le cas particulier de LG Caïman. Voilà. Et à côté de ça, comme l'a rappelé aussi Elodie, hein, la nutrition azotée était aussi défaillante. Alors on l'a expliqué sur blé, mais c'était aussi le cas sur orge, hein, sur des essais qu'on a pu suivre sur Plouermel, des essais physio. On avait aussi cette défaillance au niveau de la nutrition azotée au niveau des orges. Et par contre, la pression maladie était un petit peu plus classique en orge. Il y avait moins de grosses pressions maladie comme on pouvait avoir sur blé, notamment sur la partie septo. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie bilan de campagne? Ou bien si vous avez des commentaires, hein, si vous confirmez ce que vous voyez ou si vous avez des cas un petit peu plus atypiques, n'hésitez pas à partager. Il y a une question dans le chat. Témoignage d'un agriculteur, forte perte de rendement, cause, verse lié au piétin verse sur Shrek. Avez-vous d'autres retours sur ce sujet? Oui, ce qu'on a pu observer, hein, notamment dans les sites Plouermel, hein, on a Shrek qui a été assez visible, hein, Shrek, parce qu'il a des épis assez atypiques, hein, vert fluo, et donc dès qu'on a l'échaudage, on le voit très bien. C'est une variété qu'on connaît sensible au piétin verse, donc il y en avait aussi cette année. Qui a pu aussi expliquer en partie ces pertes de rendement. C'est pas totalement
explicatif, hein, parce qu'on verra que Shrek c'est quand même bien comporté, hein. Mais dans certains cas, on a un historique de pression pied inverse sur des variétés sensibles, que ce soit Shrek ou Extase ou Chevignon, hein, qui sont aussi sensibles, ou même Celebrity, hein, qui a accumulé plusieurs tares et notamment la partie pied inverse. On a effectivement des retours de pied inverse comme l'année dernière sur cette année à nouveau, hein. Donc, il faudra être vigilant l'année prochaine s'il y a des agriculteurs qui ont eu ce problème-là, à bien choisir des variétés, on va dire, tolérantes au pied inverse. Puisque une application fongique contre le pied inverse a une efficacité de 50%, hein, c'est toujours compliqué, hein, d'atteindre les tiges qui sont attaquées par le pied inverse. Et puis, il y a un laps de temps assez court, il faut intervenir avant 2 nœuds, voire avant un nœud, ce qui est parfois un peu compliqué et on est parfois un peu à l'aveugle. Donc, vaut mieux vraiment miser sur la génétique par rapport à ça. Alors, une autre question, variété Chuvignon est-elle toujours résistante à la septo? Je l'ai trouvée malade assez tôt cette année et assez fortement. Bah, pour l'instant, vous verrez là juste par la suite les résultats de Chevignon. Elle n'est pas forcément déclassée au niveau de sa note septo. Par contre, effectivement, on a vu quand même une contre-performance au niveau du rendement. Aujourd'hui, on a clairement mieux, que ce soit en septo ou en performance de rendement, mais on n'a pas, enfin, en tout cas, à ce jour, on ne peut pas dire qu'elle a vraiment chuté en tolérance septo. Puis il y a également une autre question sur la partie fusariose. Finalement, est-ce qu'on a eu beaucoup de fusariose observée cette année sur blé? Finalement, non. On n'a pas eu de retour. Il y avait pas mal de symptômes sur épi, mais pas forcément de fusa. Et au final, c'est pas quelque chose qui est remonté au bilan de campagne, comme quoi on a eu des gros problèmes de fusariose sur épi à la collecte et également dans nos essais. Et là, on parlait de Chevignon, hein, mais Extase n'est pas non plus forcément totalement Mm. indemne de septo, hein. Les deux ont pas totalement décroché, hein, mais on sent qu'il y a quand même mieux en termes de variétés qui sont sorties sur cette partie septo, hein. Et puis je pense que vous l'avez vu, il y a par contre Celebrity là qui a fortement décroché, notamment il y a aussi l'impact de la date de semis, on l'a très bien vu sur les essais, hein. La date de semis de fin octobre, là la pression a été assez impressionnante et donc là certaines variétés qui étaient plutôt assez justes niveau maladie septo ont pu des fois décrocher. Mais sur Chevignon et Extase, bon, ça tient la route, mais bon, c'est pas. Il y a quelques années, ça pouvait être les variétés les plus intéressantes. Bon, c'est pas forcément le cas aujourd'hui avec ce qui arrive ou ce qu'il y a depuis 1 ou 2 ans. Merci à vous pour ceux qui ont posé quelques questions. Donc là, maintenant, on va s'attacher à revenir sur les résultats vraiment des variétés donc, dans nos réseaux d'essais. Je vais commencer par le blé tendre et puis Benjamin continuera sur les orges et le triticale. Et on vous fera également part de nos préconisations de variétés pour les semis 2024. Donc, pour commencer, les résultats en blé tendre. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur un réseau d'essais. Donc, pour les résultats des essais variétés et faire nos préconisations, le réseau est regroupé sur la Bretagne et la Basse-Normandie. Donc, on avait 10 essais entre la Bretagne et la Basse-Normandie en blé tendre, un réseau animé par Arvalis. Et on remercie à nouveau les partenaires qui ont contribué à la mise en place des essais sur la Bretagne et la Basse-Normandie, ainsi que les agriculteurs qui ont accueilli les plateformes d'essai. Donc tout d'abord sur le blé tendre, je vais vous présenter les résultats de rendement pluriannuel. Donc ici, c'est le regroupement Bretagne-Basse-Normandie des différents essais en 2024. Vous avez chaque variété représente chaque ligne. Les variétés en bleu-vert, là, sont les variétés nouvellement inscrites en 2024. Et ce qui nous intéresse au niveau du rendement pluriannuel, c'est de regarder la performance de la variété par rapport à la moyenne, qui est à 100% de la moyenne des variétés présentes dans l'essai. Donc ici, vous avez que la productivité. Et donc, quand on est à peu près ici, là,
au milieu de tableau, et si on remonte, ça veut dire que les variétés en moyenne sont supérieures en termes de productivité par rapport à la moyenne de l'essai. Et à gauche, vous avez les quelques caractéristiques de chaque variété, classe qualité, PS, protéines, précocité piéson, pied inverse et verse. Donc, si je décortique un peu plus le graphique, nous, ce qui nous intéresse au-delà de la performance en productivité de la variété, c'est aussi sa stabilité en pluriannuel. Donc là, par exemple, pour Intensity, variété inscrite en 2023, on a 2 années de référence dans notre réseau, 2023 et 2024, et on voit que sa performance de rendement est proche en 2023 et 2024. On considère que c'est une variété qui est stable sur ces 2 années-là en termes de rendement. Si on prend un autre exemple, Fabulor, variété inscrite cette année, donc, dans la synthèse d'essai, on a les résultats des CTPS. C1, c'est première année de CTPS. C2, c'est deuxième année de CTPS. Et 24, c'est pour l'année 2024. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur ces 3 années de référence que nous avons dans le réseau Nord, on voit une irrégularité, c'est-à-dire que on a ces 2 années au CTPS, elle était en moyenne inférieure en termes de rendement par rapport à la moyenne des variétés présentes. Par contre, en 2024, on voit qu'elle a eu une bonne performance de rendement dans notre réseau Bretagne-Basse-Normandie. Et puis, si je complète avec Shrek, qui est une variété qu'on connaît, puisque ça fait 3 ans qu'on l'a dans nos essais, 2022, 2023 et 2024, on voit qu'elle a une légère instabilité sur 3 ans. Par contre, ce que l'on voit, c'est que ses performances de rendement sur 3 ans, elles sont systématiquement à droite de la droite à 100%. Donc, ça veut dire que c'est des rendements systématiquement au-dessus de la moyenne générale. Et en moyenne, le triangle rouge ici, sur 2022, 2023, 2024, en moyenne, son rendement est autour de 103% de la moyenne générale. Voilà. Donc, pour le critère de choix des variétés, pour nos préconisations, on s'attache à la productivité de la variété, à ces critères de stabilité de productivité en pluriannuel qui nous donnent une certaine stabilité de la performance, sachant que chaque année a son lot de surprises au niveau climatique. Ensuite, on regarde la tolérance globale aux maladies. Donc ça, c'est la nuisibilité qu'on mesure dans nos essais entre les blocs traités fongicides et non traités fongicides. Ensuite, on s'attache à 2 principales maladies dans la région septoriose et rougeaune. Et puis au niveau qualité, on regarde teneur en protéines et PS. Donc maintenant, je vais vous présenter les performances des résultats, donc toujours issus du réseau Bretagne-Basse-Normandie. Donc chaque ligne représente une variété qu'on avait en essai dans notre réseau cette année. Quand la variété, elle a un petit macaron avec un V vert, ça veut dire que c'est une variété qu'on a retenue pour les semis 2024. Et vous avez ici la productivité en pluriannuel, en pourcentage de la moyenne, Bretagne-Basse-Normandie, la tolérance globale aux maladies en quintaux par hectare. Ensuite, on a le détail de la performance de la variété selon sa résistance aux maladies. Donc, plus les cases sont vertes, plus la variété, en gros, présente des bonnes caractéristiques et des bonnes tolérances. Et la tolérance à l'averse et enfin la qualité technologique. Donc ici, on a 5 premières variétés qui sont les 5 variétés les plus productives de notre réseau. Essuie-Lord, Thermidor, Academy, Intensity, RGT Farmeo. Vous voyez que c'est des variétés qui ont très bien performé en termes de rendement. On est entre 106 et 110% de la moyenne générale, avec notamment 4 variétés en bleu. Ce sont des nouveautés 2024 et Intensity qui était arrivé en 2023. On a retenu dans nos préconisations Thermidor Academy, Intensity RGT Farmeo. Pourquoi? Pour leur principal critère, c'est la productivité pour les producteurs et également leur traité non traité qui était plutôt correct avec Thermidor Academy qui présente quand même une nuisibilité autour de 17 quintaux, mais qu'on estime que vu leur performance en termes de rendement, c'était
c'était acceptable de les retenir, avec Thermidor un bémol sur sa sensibilité rouille brune, mais qui est une maladie qui se gère plutôt bien en végétation, qui pose peu de problèmes dans la région. Et Académie, pareil, qui est alors un peu moins bien en termes de septoriose et moyenne en termes de tolérance rouille brune. Ensuite, on a des variétés qui performent à 105-104% du rendement de la moyenne générale. SUI Real, Celebrity et Fabulor. Dans cette catégorie de rendement, on a retenu Fabulor. Donc, nouveauté 2024, 104% du rendement. Donc, elle a très bien performé en 2024, un peu moins bien sur ces 2 années de CTPS. Elle a une très bonne tolérance aux maladies, puisque vous voyez qu'on est à 9,3 en moyenne de perte de rendement, avec notamment à noter une très bonne tolérance septo. Les rouilles, c'est correct, on n'en a pas vu dans nos essais. Elle a une sensibilité au idiome, mais ce n'est pas une maladie très nuisible dans la région. Attention à l'averse, et puis elle a un très bon profil qualité. Ensuite, on a les variétés qui arrivent à 103% du rendement. Donc, on a Shrek, Luxéo et Spirou. Dans cette catégorie, on a retenu Shrek, qui a 103% du rendement, qui présente 11 quintaux de nuisibilité et qui a un très bon profil, très bonne tolérance rouge-jaune septo, également à l'averse et dans la moyenne au niveau qualité. RGT Luxéo, on ne l'a pas retenu puisqu'elle est très sensible rouille brune et également très sensible à l'averse. Et Spirou, on ne l'a pas retenu, principalement puisque, alors, elle a une bonne tolérance à la septoriose, mais on l'a vu sensible rouge-jaune avec, dans certains essais, des très fortes attaques de rouge-jaune. Une variété qui probablement va être déclassée au niveau de sa note rouge-jaune. Ensuite, on arrive sur les variétés qui ont performé à 102% de la moyenne générale. Donc, on a Olaf, Shaun, Jericho, KVS Eruption, KVS Perceptium. On a retenu Olaf, nouveauté 2024, puisque son rendement est à 102%, un très bon écart traité-non traité. Et en termes de profil agronomique, vous voyez que rouge jaune, septo, rouille brune et fusariose des épis, c'est très bien. Une sensibilité à l'averse moyenne, donc vigilance, et un profil qualité plutôt correct. Et puis Jericho, pareil, 102%, un écart traité non traité à 12,9 et un excellent profil agronomique sur toutes les maladies foliaires et y compris une bonne tolérance à l'averse. Et Eruptium et K2S Perceptium, pareil, ce sont des variétés qui présentent des écarts traités non traités autour des 10 quintaux, des profils agronomiques très équilibrés et pas de tare au niveau du profil qualité. Et puis ensuite, on arrive sur des variétés qui se rapprochent de la moyenne générale en termes de performance de rendement. Donc, on a SI Transition, Balzac, King Kong, nouveauté 2024, Carabol également nouveauté, Astrum, SU Pulsion et RGT Indexo. Dans ces variétés qui sont plus proches de la moyenne générale, on a retenu Balzac, King Kong et KWS Astrum. Ce sont des variétés qui ont des écarts traités non traités, Balzac et King Kong entre 13 et 14 quintaux. KWS Astrum qui est plus basse, qui est à 9,5. En termes de profil agronomique maladie, vous voyez que Balzac a un bon profil très équilibré sur l'ensemble des maladies. King Kong, c'est pareil. Alors, vigilance à la rouille brune, mais plutôt un bon profil qualité. Et KWS Astrum, pareil, un très bon profil agronomique, tolérance à l'averse dans la moyenne, un bon PS et une teneur en protéines plutôt dans la moyenne. Et puis ensuite, vous avez les variétés qui sont légèrement inférieures à la moyenne générale au niveau du rendement. Donc, on est entre 99 ici pour Hemingway jusqu'à 92%, la dernière du classement qui est LG Absalon. Dans cette catégorie, on a retenu Junior, qui est à 99% du rendement, donc qui est juste inférieur à la moyenne.
On l'a conservée, c'est une variété qu'on connaît plutôt bien, qui a un écart traité non traité qui est pas défaillant d'année en année, autour de 10 quintaux, une bonne tolérance globale aux maladies foliaires, un peu moins bien sur la rouille brune mais pas cata, une très bonne tolérance à la verse, et puis également un profil qualité très bien, que ça soit PS et teneur en protéines. Dans ces variétés-là, ensuite, on a pas retenu, puisque le premier critère, comme je vous l'ai dit, c'est la productivité. À noter quand même des variétés qu'on avait l'habitude de bien connaître, hein. Donc, LG Absalon, qui est en bas du tableau, aujourd'hui ne fait plus partie de nos préconisations de par son manque de productivité. On a également sorti Chevignon, qui a 96% du rendement. Et vous voyez qu'en termes de tolérance globale, elle reste à 12,4, mais quand on regarde son profil maladie par maladie, on voit qu'on a aujourd'hui mieux en termes de septoriose notamment. Donc entre son profil maladie qui est moins bien et puis son rendement qui décline, c'est quelque chose qu'on n'a pas retenu, tout comme KWS étoile, alors qui est une nouveauté, hein, que vous allez peut-être entendre parler, mais qui a un fort écart traité non traité et qui n'est pas assez performante en rendement pour compenser ce fort écart traité non traité. Et puis Extase, qui faisait partie de nos références, pareil, qui décroche en termes de rendement et qui aujourd'hui, en termes de profil agronomique, on trouve mieux dans les variétés récentes, voire les nouveautés 2024. Donc, si on remet une autre façon de visualiser les résultats de notre réseau 2024 sous forme graphique, en abscisse, vous avez le rendement pluriannuel Bretagne-Basse-Normandie en pourcentage de la moyenne. Et en ordonnée, vous avez la tolérance maladie, donc l'écart traité, non traité dans nos essais en quintaux par hectare entre 2022 et 2024. Alors évidemment, comme on a pu le voir sur le graphique pluriannuel, on a des variétés où on a un point et des variétés où on a 2, 3 années de par leur historique dans le réseau. Toutes les nouveautés sont écrites en bleu et les variétés qu'on préconise pour les semis 2024 sont surlignées en vert, comme je le montre ici. Nous, ce qui nous intéresse quand on fait nos préconisations pour les semis, c'est d'aller chercher des variétés qui sont ici, dans le carré en bas à droite, c'est-à-dire ce sont des variétés qui vont être productives, supérieures à la moyenne pluriannuelle, et des variétés qui vont avoir une nuisibilité plutôt faible. Donc, vous voyez que la nuisibilité dans le réseau, elle est en moyenne à 14 quintaux par hectare. Donc, c'est vrai qu'on va essayer d'aller chercher des variétés qui ont une nuisibilité plus faible que ça, notamment pour limiter la pression fongicide. A contrario, on ne vise pas des variétés dans le carré en haut à gauche, qui sont des variétés moins productives et notamment avec des écarts traités, non traités relativement forts. Donc, vous voyez en termes de variétés préconisées, hein, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a en termes de nouveautés, on a Indexo, RGT Indexo, qui est juste proche de la moyenne, Olaf Fabulor, RGT Farmeo et King Kong. À noter quand même RGT Indexo qui est dans la moyenne, mais alors qui a un écart traité non traité extrêmement bas. Elle est restée très très verte. Donc là, c'est vraiment une très grosse performance en termes de tolérance maladie. Et puis après, vous voyez qu'en termes de tolérance maladie, c'est à peu près tout ça dans le même panier, hein. On est entre 9 et 12 quintaux par hectare. On a Junior là qu'on a conservé, je vous ai dit, puisqu'elle reste à 10 quintaux de nuisibilité, légèrement inférieure à la moyenne en termes de rendement. Et puis, on a quelques variétés qui se retrouvent ici, donc qui sont des variétés productives, donc Intensity, Thermidor et Academy, mais qui ont un écart traité non traité un peu plus élevé. Donc Intensity, vous voyez, elle est très proche de la moyenne de notre essai, elle est autour de 14 quintaux par hectare. Par contre, elle est à 106% du rendement, donc une très bonne productivité. Et en nouveauté, on vous propose de tester Thermidor et Academy, puisque pareil, hein, c'est des variétés qui présentent une bonne productivité. C'est pour cette raison qu'on les a conservées. Elles ont une usabilité un peu plus élevée, mais c'est leur productivité qui fait vraiment leur point fort.
Voilà. Et puis ensuite, vous avez le tableau avec nos préconisations. Donc là, je vous laisserai lire. Mais en fait, pour chaque variété préconisée, on vous a remis ce que je vous ai montré, la productivité, la tolérance aux maladies et les caractéristiques points forts et points faibles. Donc ici, ce sont les variétés qu'on confirme. Donc elles ont au moins 3 ans de référence dans nos essais. Balzac, Junior, Callaway Perception et Schreck. Ensuite, on a les variétés récentes. Donc, ce sont des variétés qui sont arrivées l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 ans de référence, 2023 et 2024. Donc, dans cette catégorie, vous avez Intensity, Jericho, K2S Astrum et K2S Eruptium. Et puis, en nouveauté, donc ça, c'est les variétés inscrites en 2024, on a scindé la catégorie en deux, puisqu'on a des variétés comme Academy, King Kong et Thermidor qui, en termes de performance 2024, ont confirmé les résultats au CTPS en termes de productivité et également de tolérance aux maladies. Et on a eu également cette année des variétés, des nouveautés qui ont eu des bonnes performances en 2024. Donc, c'est le cas de Fabulor, Olaf, RGT Pharmeo et RGT Indexo. Par contre, ce sont des variétés qui avaient des moins bonnes performances au CTPS. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En attendant, je vais continuer sur la partie donc hors jeux d'hiver. Donc là, on a un réseau de 5 essais à l'échelle de l'Ouest. Donc là, c'est les essais bretons, normands et Pays de la Loire. Donc 3 essais en Bretagne, un en Normandie et un en Pays de la Loire. Donc à nouveau, merci aux partenaires pour ce réseau-là et aux agriculteurs qui ont pu accueillir les essais. Alors, même principe, hein, on va prendre la même hiérarchie des différentes diapositives, en commençant par le rendement pluriannuel, vous expliquant que sur les orges, le critère de choix, on va retrouver à nouveau la productivité et la stabilité de rendement entre plusieurs années. Ce qui est aussi spécifique des orges, c'est la tolérance JNO. Maintenant, c'est largement démocratisé. Toutes les nouveautés, la majorité sont tolérantes JNO. Donc, c'est un critère à regarder. Enfin, à regarder. En tout cas, c'est intéressant. Ça permet d'éliminer, on va dire, cette nuisibilité liée au virus. Et puis, ce qu'on va regarder, forcément, c'est comme le blé, la tolérance aux maladies foliaires et à l'inverse. Alors, si on reprend le tableau, enfin le graphique, en haut, vous allez retrouver LG Zorica, qui est très performante sur 2 ans, très stable, 2023-2024, au-dessus de 105% à chaque fois. Donc vraiment une variété intéressante sur la partie productivité, tolérante GNO, une précocité de 7,5, donc très précoce. Niveau rouille, naine et elmato, ça va, on est autour de 6. Attention, une petite vigilance sur la rinco, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a 3 variétés nouvelles, donc 3 variétés qu'on a testées en 2024. Donc à chaque fois, vous voyez comme pour le blé des notations, enfin le point 2024. Et puis à côté, vous avez les 2 années CTPS, donc le C1 et le C2. Et vous voyez, Innovatrice, LG Zephyra et Alienor ont très bien performé en 2024. C'était un peu le cas aussi en CTPS où ils étaient proches de la moyenne, notamment Alienor hein, qui était intéressante. Innovatrice et Zephyra ont fait mieux que en CTPS, donc des variétés intéressantes à suivre. Ensuite, on retrouve S-Ilona, donc une hybride stable sur les 3 dernières années. LG Zebra, qu'on connaît aussi très bien, alors qui est un peu plus sensible aux maladies, mais qui, en termes de productivité et de stabilité, est très souvent au-dessus de la moyenne, donc est relativement intéressante. Alors ensuite, je vais passer quelques-unes. On y reviendra. Il y avait Fascination aussi hein, qui va nous intéresser. Et en termes de 2 rangs, donc vous voyez, hein, c'est les variétés qui sont en minuscules. On va retrouver Noblesse et LG Casting. Alors elles ne sont pas tolérantes JNO, hein, puisque ça fait déjà quelques années qu'elles sont inscrites et présentes dans le paysage. Mais c'est toujours intéressant de les avoir en tête, puisque c'est des variétés qui systématiquement vont être au-dessus de la moyenne et très stables entre années, puisque vous voyez, ça fait au moins 3-4 ans, voire plus, qu'on les teste, et elles sont toujours très intéressantes sur notre réseau Ouest. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir, c'est on va pouvoir s'attarder sur Organa.
Il fera aussi partie d'une nouveauté qu'on va garder dans nos préconisations. Il faut avoir en tête qu'en CTPS, elle avait très très bien performé. Vous voyez C1, C2 qui est au-dessus de la moyenne. Par contre, un peu décevante en 2024. Donc on verra qu'on l'a retenue notamment aussi pour son aspect résistance aux maladies et tolérance aux maladies. Alors là, petit point, ce que je vous disais tout à l'heure, LG Caïman, hein, on le retrouve ici, la très forte contre-performance. Vous voyez le petit point 2024, complètement atypique, hein. Aucune variété sur les 4-5 dernières années n'avait fait d'aussi faible rendement. Donc, ce qui est expliqué aussi dans ce qu'on a vu en termes de composantes. Ce qu'on va aussi regarder, alors nouveauté Cadoues Matisse, qui était un peu comme Organa, vraiment intéressante en termes de rang sur la partie CTPS. Par contre, en 2024, elle a mal, enfin, contre-performé. Donc, on va peut-être attendre une année de plus, voir comment elle se comporte en termes de rendement, pour voir si 2024 était l'exception ou si c'était plutôt quelque chose qui est fait de manière régulière. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, donc de la même façon, vous retrouvez le même tableau. On va commencer donc par les sirens, qui sont classés en fonction de leur productivité pluriannuelle à l'échelle de l'Ouest. Donc à chaque fois, c'est la productivité sur les réseaux post-inscription. Vous avez donc la tolérance maladie traitée non traitée à l'échelle du Nord. Donc c'est à la fois les essais de l'Ouest, donc Breton, Pays de la Loire, Normandie, et on rajoute aussi les essais du Nord pour avoir un peu plus de performance statistique. La tolérance à la JNO, les différentes tolérances aux maladies. Donc ce qui nous intéresse, ça va être surtout Helminto-Rhinco, et dans une moindre, ensuite Rounen, et puis dans une moindre mesure Oïdium grayure. Et la RAMU aussi, c'est toujours intéressant de regarder ça de près, surtout chez nous. Sensibilité à l'averse, et puis la qualité techno sur la partie protéines et PS. Donc, comme je vous disais, hein, donc, LG Zorica fait partie de nos précos de par sa très bonne performance sur 2 années, très stable, un traité non traité classique, intéressant, à 12 quintaux, tolérance JNO, pas de gros stars au niveau des maladies, si ce n'est sur la Rhinco qu'il faut surveiller, un petit point de protéines, mais un bon PS, et une sensibilité à l'inverse classique dans la moyenne. Donc vraiment intéressante. Cadoues innovatrice, c'est LG Cephira, donc des nouveautés qui sont bien comportées en 2024. Donc à essayer et à confirmer les autres années si elles ont toujours un très bon potentiel de rendement, avec des traités non traités intéressantes, notamment pour LG Zephira. On est à 10 quintaux, donc c'est très intéressant. Pas de gros stars pour LG Zephira, néanmoins sur la partie Ramulariose à confirmer. Et sur la partie KWS innovatrice, bon, la partie grayure à surveiller, mais bon, généralement avec des traitements classiques T2, on minimise quand même l'impact des grayures. Ensuite, on va retrouver Aliénor, également donc nouveauté, demi-précoce, avec un bon potentiel, et bonne tolérance aux maladies, vigilance sur la partie rhinco-oïdium, mais bonne performance sur la partie rouinen et grayure, et moyen en termes d'helminto, assez classique au niveau de l'averse et de la qualité techno. Fascination, aussi un bon profil, hein, on est à 103%, 11 quintaux de nuisibilité, vigilance rouinen et la RAMU. Le reste est assez classique. Alors, LG Zebra, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une variété donc, qui est au-dessus de la moyenne, qui est relativement stable. Hein, de la majorité des années, elle est au-dessus de la moyenne. Par contre, vigilance sur la partie maladie, notamment vis-à-vis de l'helmintosporiose et la rhincosporiose. Une variété très précoce, mais qui a quand même 15 quintaux de nuisibilité. Donc, c'est la plus forte de ce regroupement CIRAN. Donc, performante en termes de rendement, mais variété à suivre. Donc, selon les agriculteurs et ce qu'ils recherchent, c'est pas forcément celle-ci à regarder, ou en tout cas, ou si on a des agriculteurs techniques, ça peut être une variété intéressante pour confirmer un rendement stable entre les années. Et ensuite, bah, vous voyez, on est en dessous de la moyenne, sans véritablement de grosses performances sur la nuisibilité, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, on les a pas forcément retenus. Alors, si on passe sur la partie de rang, on a un petit peu moins de variété. Celles qu'on a retenues, bah, c'est les 3 premières du regroupement pluriannuel. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, LG Casting et Noblesse, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. Elles sont très stables depuis plusieurs années, toujours au-dessus de la moyenne. Des profils de tolérance assez classiques. On est autour de 11-13 quintaux de nuisibilité. Pas de gros stars sur la partie maladie. Des bons PS. Vigilance tout de même sur la partie GNO. Donc sur des secteurs où on a l'habitude d'avoir la GNO ou sur des SPI précoces, quand même vigilance sur ces deux variétés. Mais on n'est pas forcément en Bretagne les régions les plus impactées par la GNO. Donc dans certains secteurs où on n'a pas forcément l'habitude d'en voir, ça peut être des variétés intéressantes à tester. Enfin en tout cas à produire.
Organa, alors ce que je vous disais, elle a contre-performé en 2024. Pour autant, elle est à 99%, donc elle est légèrement en dessous de la moyenne. On l'a quand même retenue par rapport à son profil maladie. Vous voyez, hein, on est à 10 quintons de nuisibilité, donc c'est vraiment intéressant. Elle est tolérante JNO. Très bonne performance sur la partie Rinco, Ruinen, Oidium. Pas de gros stars sur la partie Elminto. Par contre, vigilance sur l'averse. Voilà. Et bonne qualité techno. Et pour les autres, on les a pas forcément retenus. Comme autre nouveauté, on pouvait aussi retrouver Matisse, comme je vous disais tout à l'heure, à voir si l'année prochaine elle a des rendements un peu plus intéressants. Ça sera peut-être une variété à repêcher. Mais voilà, on se laisse quand même une année de plus pour la tester. Vous voyez la diapo qui résume bien les choses. Sur la partie productivité et tolérance maladie, donc c'est exactement la même chose qu'en blé, hein. On va regarder ce qui se passe en bas à droite et on va retrouver nos préconisations, hein, Zorica, Fascination, Alienor, Casting, Zephyra, Organa qu'on a repêché de par sa bonne tolérance aux maladies, hein. C'est l'une des plus faibles du réseau en termes de traités non traités. Et puis Noblesse de par sa stabilité de rendement et Zebra, vigilance, mais qui est aussi intéressante sur la partie rendement depuis plusieurs années. Donc je passe, hein, ici, vous allez retrouver un peu les points forts et les points faibles importants à connaître sur les différentes variétés. Donc vous voyez les valeurs sûres, c'est qu'on les a testées déjà depuis plusieurs années, qu'on a relativement confiance sur leur productivité pluriannuelle et sur le point faible. Voilà. Après, ce qu'on va retrouver, c'est deux variétés récentes qui ont bien confirmé sur les années où on les a testées. Donc on peut, on va dire, commencer à bien rentrer dans les exploitations. Donc Fascination et Gézorica. Gézorica notamment qui a très bien performé sur la partie productivité. Et puis les variétés récentes, un peu comme les blés, hein, c'est des nouveautés qu'on a testées cette année qui sont bien comportées. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la moitié de l'exploitation avec ces variétés, hein, c'est plutôt à tester peut-être quelques hectares et voir si elles se confirment les années suivantes. Mais vous retrouvez des variétés qu'on estime intéressantes à suivre. On va continuer sur le triticale. Donc le triticale, 9 essais. Donc souvent c'est un réseau qui est regroupé à l'échelle nationale. Donc c'est majoritairement les secteurs où on a pas mal de surfaces de triticale. Donc tout ce qui va être ouest, donc Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie, qui va aller jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a quand même aussi pas mal d'essais en Bretagne, hein, puisqu'on a un essai d'Agritech, et de la Chambre d'agriculture, de Reden et puis de chez nous. Donc voilà, on est quand même bien représenté dans ce réseau. De la même façon, donc pareil, on va regarder la productivité, la stabilité, la tolérance aux maladies et la sensibilité à l'averse. S'il y a de gros stars sur la partie qualité techno, on va aussi le regarder. Ce qu'on voit, donc RGT Zigzag, qui est vraiment un peu comme LG Zorica, hein, qui est en première, qui est stable depuis 2 ans, donc vraiment intéressante. Triperf, alors là, Triperf a très bien performé en 2024. C'était pas forcément le cas en année CTPS, enfin, ils étaient juste en dessous de la moyenne. Donc c'est pas catastrophique, hein, c'est pour ça qu'elles étaient aussi inscrites, hein. Mais en 2024, elle s'est très bien comportée. Trisocle, alors c'est bien comporté en 2024, mais bon, vous voyez, il y a des gros stars au niveau des PS et de l'inverse, donc ce sera pas forcément une variété à suivre. RGT Guandala qu'on connaît bien, qui est au-dessus de la moyenne. Par contre, on verra, hein, c'est grosse vigilance sur la rouge jaune, hein, c'est son gros poids faible. RGT Quarterback, depuis 2 ans aussi stable, au-dessus de la moyenne entre 2023 et 2024. De la même façon, Bicross, un petit peu plus variable cette année, il a moins bien performé, mais il est quand même intéressant sur la partie maladie, hein, on verra les notes CTPS dans le détail sur cette variété, c'est quand même intéressant. Alors Rollo, on l'avait pas du tout, on va dire en tête avant la récolte 2024, puisque on savait bien qu'il était très bien en termes de tolérance aux maladies, hein. Vous voyez ici, tout est vert sur les principales maladies que sont rouge, jaune, oïdium, rinco. Même sur la partie vert, CPS, c'est vraiment intéressant. Mais vous voyez, en CTPS 1 et 2, il était pas forcément intéressant sur la partie productivité. Par contre, en 2024, il a très bien performé, il se retrouve dans la moyenne. Donc, s'il confirme les années prochaines, ça peut être une variété intéressante à suivre. Ensuite, ce qui peut être aussi Bonjour, qui est productivité dans la moyenne sur les 2 dernières années, mais qui est intéressante sur la partie nuisibilité, donc aussi une variété à suivre. Lumaco, qu'on connaît bien,
qu'on connaît bien depuis plusieurs années. Alors, lui, il a un rendement un petit peu en dessous de la moyenne des variétés, mais une partie traitée non traitée intéressante. Alors, avoir en tête que les triticales sont aussi menés de manière un peu moins intensive que sur du blé ou de l'orge. Donc c'est quand même important d'avoir en tête cette partie tolérance maladie, puisque ce qu'on recherche aussi avec le triticale, hormis des facteurs vis-à-vis de la paille, c'est aussi une facilité à conduire vis-à-vis des et sa rusticité, donc facilité de conduite vis-à-vis de la protection maladie. Alors Allrounder, petite spécificité, Allrounder, il n'y a pas du tout d'infos sur la partie maladie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans le cadre de l'inscription CTPS. Il est arrivé via une inscription européenne. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de note CTPS sur les différentes maladies, l'averse ou le PS. On mettra tout à l'heure ce qu'on a pu voir cette année. Un petit peu moins bien sur la partie, un petit peu en dessous de la moyenne sur la partie rendement, mais on verra intéressante sur la partie tolérance. Et ensuite, on arrive sur des variétés, notamment 4 nouvelles variétés, mais qui ont vraiment pas bien performé en 2024, alors qu'en CTPS, c'était plutôt intéressant. Notamment Biathlon et Rustilac ou même Flashback qui ont un peu contre-performé cette année. Donc pareil, on se laisse une année de plus pour voir ce qu'ils peuvent donner l'année prochaine. Savoir si 2024 était aussi l'exception ou c'était plutôt la règle chez eux. Et rendez-vous en bas de classement. Et puis, forte sensibilité verse, on l'a bien vu dans les essais, hein, c'était une variété qui, malgré la protection vis-à-vis de la verse, enfin, l'application de régulateurs, on avait du mal à la tenir. Donc, ce qui a pu aussi expliquer une partie de sa perte de rendement. Donc là, vous retrouvez ce qu'on voyait pour l'orge et le blé, les différentes caractéristiques. Donc, si on prend par ordre de productivité, donc ce que je vous disais, un zigzag et triperf. Alors, zigzag, il faut quand même faire attention sur la partie tolérance maladie. On est à 17 quintaux, ce qui est relativement important. Pour autant, il n'y a pas de gros stars vis-à-vis des maladies, décroche pas complet sur certaines maladies. Donc voilà, ça arrive parfois, hein. On n'arrive pas forcément totalement à expliquer pourquoi il y a des écarts traités non traités aussi importants, alors que visuellement, dans les notations maladies, on voit pas de gros inconvénients. Sur la partie protéines et PS, on est un petit peu en deçà, mais ça reste correct. Triperf, intéressante rendement, intéressante traité non traité. C'est une nouveauté qui s'est bien comportée en 2024, donc à voir si ça va être toujours le cas les années prochaines. Mais en tout cas, rouge jaune, rouge brune, Oidium, ça tient très bien encore cette année. Voilà. Et alors, partie protéine un petit peu en deçà et classique sur la partie PS. Ensuite, alors Revolt et Trisoc. Alors Trisoc, on n'a pas forcément retenu par rapport à la partie PS et verte. Et puis Revolt, c'est pareil par rapport à la partie traité non traité et vis-à-vis de la rouge jaune, qui est important aussi à prendre en compte chez nous. Si on continue, de la même façon, RGT Guandalak, c'est un peu pour la même raison que Revolt, c'est-à-dire que sur la partie rouge-jaune, on a quand même un défaut là-dessus, donc ça, on peut être vite surpris. Donc malgré des performances intéressantes quand on arrive à les suivre, donc vigilance sur cette variété-là par rapport à la rouge-jaune. Quarterback, qui a aussi une forte nuisibilité, plutôt liée à la partie rouille brune qu'on peut un petit peu plus facilement maîtriser dans nos secteurs. Bon comportement vis-à-vis de l'averse. Et sur la partie techno, rien de compromettant. Bicross, ce que je vous disais, hein, qui a un peu moins bien performé cette année, mais qui était très intéressante l'année dernière et qui avait aussi notamment qui était vraiment très intéressante sur la partie maladie. Vous voyez, il n'y a que du vert, hein. On a un 11 quinton de nuisibilité, très bien, enfin bien en oïdium, très bien en rouge jaune et en rouille brune, bien en rinco. Donc classique en niveau de verte et puis qualité techno intéressante. Donc quelque chose à suivre et facile à conduire. Rollo, donc ce que je vous disais, hein, à voir si elle confirme ce qu'elle a fait en 2024. Mais en tout cas, sur la partie maladie, on est à 9 quintaux, donc c'est vraiment intéressant. Petit bémol sur la partie rue brune, mais bon, voilà, c'est pas le. Et puis, très intéressante sur l'inverse. Ensuite, ce qu'on va retrouver, c'est bonjour, donc productivité un peu plus classique dans la moyenne, mais vraiment intéressante sur la partie maladie, de la même façon, hein, oïdium rouge-jaune, on est vraiment bien, classique en rouille brune, bien en rinco, bien au niveau de l'inverse, protéines supérieures à la courbe, et PS, on va dire, correct, classique, donc variété aussi intéressante. Lumaco,
Un petit cran en dessous que Bonjour sur la partie productivité depuis déjà quelques années, mais vraiment intéressante sur la partie, pareil, sur la partie tolérance. C'est ça qui nous l'a fait choisir dans nos préconisations. Donc, par contre, vigilance sur la Rinco. On l'a encore vu cette année. Ça faisait partie des variétés qui décrochaient quand même en premier sur cette partie, sur la maladie Rinco. Donc, vigilance vis-à-vis de l'Umaco par rapport à la Rinco et également vis-à-vis de l'inverse. Et puis bah, ensuite, vous retrouvez les autres, mais qui ont des performances moins intéressantes sur la partie rendement. Si on regarde un peu plus près la partie tolérance, vous voyez, on a 6 quintaux pour Allrounder. Donc à voir si elle confirme bien ses performances l'année prochaine. Est-ce qu'elle se maintient aussi à 99%? Si c'est le cas, ça sera potentiellement une variété intéressante à regarder. De la même façon, Biathlon et Rustilac, qui sont autour de 7-8 quintaux de nuisibilité, qui n'ont pas bien performé en 2024. Donc on attend de voir ce qu'elles vont donner l'année prochaine, mais pour être très bien repêchés, puisque leur profil maladie est vraiment intéressant. Et puis voilà sur le graphique résumé. Donc on vous laisse ça regarder, mais vous voyez donc Bonjour et Bicross qui sont dans le bon carré de productivité et tolérance maladie. Lumaco, bon c'est plus sur la partie tolérance qui nous intéresse et sa stabilité qui est autour de la moyenne. Et après RGT zigzag ou RGT quarterback, vigilance quand même sur la partie protection, donc des variétés vraiment plutôt à suivre, mais qui se comportent bien derrière sur la partie rendement. Et puis pareil, vous pourrez regarder à tête reposée les points forts et points faibles des différentes variétés, que ce soit en valeur sûre comme Lumaco, RGT et Quarterback qu'on teste depuis plusieurs années, Bicross Bonjour et Zigzag qu'on teste qui sont un peu plus récentes, et puis la nouveauté Triperf à tester potentiellement avec un bon comportement cette année. Et puis pour finir, avant de prendre les questions, un gros rappel sur, je pense que vous avez bien tous en tête, mais c'est important quand même de le rappeler, les dates de semis, surtout vis-à-vis de la campagne dernière où on a eu des grosses difficultés à implanter. On suppose qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui vont se poser la question de semer plus tôt pour sécuriser l'implantation. Mais attention à bien leur rappeler que semer plus tôt, ça veut dire aussi une exposition beaucoup plus importante aux bioagresseurs et derrière la difficulté à pouvoir les gérer, typiquement la GNO. Alors c'est vrai que sur les orges, on a cette capacité à avoir des variétés tolérantes, ce qui n'est pas forcément le cas en blé ou même en triticale. On a vu aussi des essais qui étaient atteints par la GNO. Piétin et chaudage, qui est vraiment présent sur la Bretagne. Donc ça aussi, c'est pareil, la date de semis précoce va augmenter, amplifier les nuisibilités. De la même façon sur piétin vert et maladie foliaire. Et puis, ce qu'il faut vraiment aussi rappeler, c'est la partie régras, puisque là, c'est un travail de fond. On peut se faire avoir sur des maladies foliaires une année donnée, et le corriger l'année suivante assez facilement. Par contre, le régras, une fois qu'on a eu un échec de désherbage, en fait, c'est une vigilance de tous les instants. Donc là, la partie de date de semis est un gros levier, fait partie des gros leviers de gestion de la problématique Régra. Donc bien le rappeler et vraiment préconiser des dates de semis dans les dates recommandées autour du 25 octobre au 10 novembre. Donc ça, c'est un rappel important. On y reviendra vendredi sur la partie désherbage et l'influence de ces dates de semis. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait une question dans le chat là sur la partie blé. Est-ce qu'on a observé les mêmes tendances sur les résultats des essais en blé en Pays de la Loire, qui sont aussi proches de chez nous et souvent représentatifs pour les performances pour les zones sud 56 et 35? Ou est-ce qu'il y a, il y a d'autres variétés qui ressortent? De mémoire, on avait regardé quand on avait fait les préconisations, globalement, ça va dans le même sens que chez nous. Après, ils ont des variétés plus précoces que nous, on n'a pas dans le réseau. Mais en tout cas, pour les variétés qu'on a et notamment les nouveautés, ça se comporte à peu près de la même façon que chez nous, à une ou deux variétés près, qu'ils ont préconisé, que nous, on n'a pas mis dans les préconisations Bretagne. Et si vous voulez voir, vous pouvez aller télécharger le Choisir et décider Pays de la Loire. Vous aurez les préconisations et les résultats du regroupement blé Pays de la Loire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Annelle Maquet du CETA 35. Sur les précocités des variétés de blé, on a l'impression que les 6,5 et 7 sont plutôt meilleurs depuis plusieurs années que les 6.
Est-ce que vous avez remarqué des choses comme ça sur le pluriannuel et est-ce qu'il faut spécialement chercher des variétés plus tardives pour faire plus de rendement ou ça bon, il faut oublier cette idée et voilà, peu importe à 0,5 ou un point de précocité, c'est pas très grave, il vaut mieux prendre des variétés productives, quoi. C'est pas toujours si systématique que ça. Dans certaines années, type 2022, on voyait un peu plus cet effet précocité. C'est pas toujours le cas. Ils ont plutôt tendance à le faire effectivement dans le sud ou même typiquement en Pays de la Loire où on a des contraintes climatiques un peu plus fortes, ce qui pourrait être aussi le cas dans certains secteurs de l'est de la Bretagne, mais c'est pas quelque chose forcément à généraliser sur l'ensemble de la Bretagne puisque on a quand même un climat assez divergent entre l'ouest qui pourrait être un peu plus facile à conduire en fin de cycle. En tout cas, il y a des contraintes hydriques et thermiques moins importantes sur la fin de cycle qui pourraient permettre à certaines variétés, certaines années, variétés tardives à bien se comporter. Tandis que dans l'est, faut être un petit peu plus vigilant. Effectivement, on va pas forcément aller jusqu'à des 5,5. Enfin, grosso modo, sur la Bretagne, entre du 6, 6,5, 7, ça reste des précocités assez classiques. Il n'y a pas forcément de gros liens en tout cas explicatifs du rendement entre précocité et rendement. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas. Typiquement, Shrek, un peu plus tardif, se comporte bien cette année. Il me semble que Fabulor, c'est un peu le même cas aussi. Il y a Thermidor qui est précoce, Académie qui est précoce aussi. Enfin, c'est pas une règle systématique, quoi. Et pour Donc, compléter, Anaël, cette année, dans tous les essais là, du réseau Bretagne, on n'avait pas d'effet précocité sur la performance des variétés, ce qui peut être le cas d'autres années où on a un effet en faveur des tardifs ou des précoces. Là, l'effet qu'on a eu cette année dans nos essais, qui expliquait 20 ou 30% des performances des variétés, c'était vraiment la partie septoriose en fait. Où là, on a clairement vu un effet septo et donc en lien aussi avec la protection des essais. Donc ça, c'était dans la majorité de nos essais, mais pas d'effet précocité cette année. ce qu'il faut Donc juste. ne pas hésiter à prendre des Mm. 6,5, 7, Après, il même faut dans se des mettre zones dans un peu la bonne tardives. plage, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis éviter, typiquement dans ton secteur du 35, bon, tu vas pas aller sur du 5,5, il faut éviter les extrêmes. Mais Oui. du 6 peut convenir, du 6,5 c'est du classique, 6,5, 7 c'est du classique. Donc voilà. C'est plus éviter d'aller dans les extrêmes où les 5,5 sont plutôt réservés vraiment à des conditions de fin de cycle qui tamponnent suffisamment. Donc c'est vraiment la bordure nord, enfin l'ouest de la Bretagne, et puis tout ce qui se fait dans le nord de la France, c'est assez classique d'avoir ces précocités, quoi. Mais dès que tu te retrouves dans la Bretagne, le 35 ou même sud 35, bon là les 5,5, bon faut être vigilant quand même, quoi. Certaines années, bon ça peut le faire comme cette année où on n'a pas eu des stress et thermiques importants, ce qui n'était pas forcément le cas par exemple en 2022, quoi. Donc faut éviter d'aller dans les extrêmes, mais la gamme de précocité est quand même importante pour avoir des variétés, pour avoir suffisamment de choix dans les variétés sans se contraindre de trop sur la partie précocité, quoi. Ok, ouais, merci. Ensuite, pour plus d'informations, donc comme vous avez pu le voir, ou si vous ne l'avez pas vu, donc vous retrouvez tous nos résultats et préconisations dans les différents guides et choisir et décider. Donc il y en a un sur le blé tendre en conventionnel, il y en a un en bio au niveau national pour ceux qui sont intéressés. Orge d'hiver à l'échelle Bretagne et triticale, c'est à l'échelle ouest de la région. Donc avec tous les résultats et les préconisations qu'on vous a présentées. Vous pouvez également aller sur, donc ça c'est téléchargeable directement sur notre site arvalis.fr gratuitement. En complément, pour choisir les variétés et retrouver les caractéristiques de chaque variété, on a les fiches variétés et la calculette choix des variétés. Et puis, on a également notre magazine Perspective agricole, qui est un mensuel où vous avez un état des différents travaux de recherche et notamment un dossier spécial autour des variétés qui est sorti. Voilà.
Et puis en complément, donc le prochain rendez-vous c'est vendredi. Vendredi 20 septembre de 8h30 à 10h. Donc on vous propose là à l'échelle de l'Ouest, donc avec les collègues Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, un webinaire autour de la gestion du désherbage en céréales à paille. Donc pour ceux qui sont inscrits, bah, merci d'avance. Et pour ceux qui le souhaitent, évidemment, c'est toujours possible de s'inscrire. Donc sur arvalis.fr ou si vous n'avez pas le mail, vous nous envoyez un petit mot, on vous inscrira. Voilà. Et donc, on espère que ça vous a plu, on espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Évidemment, avec Benjamin, on reste à votre disposition. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.